Bonjour. Alors, nous allons parler d'une anomalie qui touche fréquemment l'enfant, qui est les boiteries de l'enfant. Alors, les boiteries de l'enfant, c'est une difficulté de marcher pour l'enfant. Alors, c'est une question qui est très importante, vu qu'il est très fréquente chez l'enfant. Et donc, c'est un défi diagnostique dont les étiologies sont très variées et donc une bonne démarche diagnostique est très importante pour arriver à un diagnostic aussi rapidement. Ça peut aller d'une cause très bénigne, d'une petite blessure au niveau du pied, jusqu'à une pathologie très grave, notamment une tumeur maligne. Ça nécessite une approche clinique d'une manière systématique et donc, devant toute boiterie, une fois confirmée, il faut toujours distinguer deux types de boiteries. S'agit-il d'une boiterie douloureuse ou une boiterie indolore? Alors, il faut répondre à certaines questions concernant les boiteries. Tout d'abord, s'agit-il d'une boiterie? Deuxièmement, s'il s'agit d'une boiterie, il faut reconnaître ses éléments sémiologiques. Troisièmement, reconnaître les phases normales de la marche chez l'enfant. Et puis, entamer une anamnèse bien détaillée, clinique, paraclinique, orientant vers les étiologies de la boiterie. Et puis, finalement, une fois qu'on a reconnu la cause, il faut être capable d'expliquer une prise en charge thérapeutique et pronostique de chacun de ces étiologies aux parents de l'enfant. Alors, finalement, on se retrouve avec certaines questions dont il faut répondre. S'agit-il d'une boiterie ou d'une démarche? Ça, on va en parler. Quel type de boiterie? S'il y a une douleur, quelle localisation? Quelle structure atteinte? Et quelle en est la cause? Alors, d'abord, répondons à la question, s'agit-il d'une boiterie ou une démarche? Une boiterie, c'est une difficulté de marcher qu'il ne faut pas la confondre avec un problème de démarche. Alors, trouble de démarche proprement dit, il est en général symétrique et souvent passagère chez l'enfant. Il s'agit souvent des pieds qui tournent, mais dans l'origine, il est souvent au-dessus, c'est-à-dire au niveau du tibia. Il peut s'agir d'une torsion tibiale ou tout simplement d'une antéversion fémorale excessive. Et là, il ne s'agit pas d'une boiterie, mais c'est une démarche qui va se résoudre en général de façon spontanée. Alors, pourquoi un enfant se met à boiter? Alors, l'enfant, est-ce qu'il simule? Est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il cherche un équilibre? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, deuxième question, quel type de boiterie s'agit-il? Un enfant ne simule pas en général. Donc, il faut toujours prendre au sérieux s'il a une difficulté de marcher. Est-ce que c'est une boiterie douloureuse ou indolore? Est-ce que l'enfant a mal? Est-ce que c'est un début brutal ou progressif? Et puis, là, chercher le commencement de la boiterie. Est-ce que c'est dès l'âge de la marche? Est-ce qu'il y a un intervalle libre après l'âge de la marche? Alors, tout d'abord, avant de parler de la boiterie, il faut parler de la marche normale. Alors, la phase normale présente des phases. La première phase, c'est la phase d'appui monopodal, où l'enfant pose son membre inférieur ou l'un des membres inférieurs, il supporte tout le poids du corps. Deuxième phase, c'est la phase de propulsion, où l'enfant va commencer à faire le pas. Il y a une propulsion, donc en faisant utiliser donc, le jambier antérieur. La phase d'attaque où l'enfant attaque avec son talon. Et puis la phase d'oscillation où l'enfant va basculer son membre qui était portant vers l'avant pour provoquer le pas et aller vers le pas suivant. Alors vous voyez qu'il y a 4 phases dont il faut respecter dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, c'est qu'il ne faut pas raccourcir le temps de chaque phase, parce qu'on a peut-être mal ou autre chose, et l'appui doit être correct, donc il faut avoir un appui normal, donc il ne faut pas avoir un trouble de l'équilibre qui pourrait affecter la marche. Alors, la boiterie douloureuse ou indolore, tout d'abord, l'examen clinique commence par l'analyse de la marche. Il faut examiner l'enfant dans une grande salle, il faut le dévêtir, d'accord? Il faut le faire marcher, le voir de face, de profil. Il faut terminer l'analyse de la marche par un examen complet, enfant déchaussé. Il faut examiner aussi bien les membres inférieurs et le rachis, parce que le rachis peut être responsable d'une boiterie. Il faut terminer l'examen clinique par un examen neurologique. Troisième question,
s'il y a une douleur, c'est quelle localisation? Donc, si l'enfant il a mal, il s'agit de quelle localisation? Est-ce que c'est la hanche? Est-ce que c'est le genou? Est-ce que c'est la cheville? Quelle structure atteint? Est-ce que c'est l'os? Est-ce que c'est l'articulation? Est-ce que c'est les parties molles? Alors, ça peut être une structure osseuse, c'est l'os, ça peut être une articulation, ça peut être un problème musculaire, ça peut être un problème neurologique ou ça peut être tout simplement les parties molles, d'où l'intérêt d'un bon examen clinique de l'enfant. Alors, maintenant qu'on a confirmé la boiterie, qu'on a localisé la boiterie, on a un petit peu savoir quel est le type de cette boiterie, ces éléments sémiologiques, on va entamer l'étiologie de la boiterie. Commençons par ce qui est plus urgent, la boiterie douloureuse aiguë. Alors, ça peut toucher le membre inférieur, donc la douleur siège au niveau du membre inférieur. La première urgence à éliminer, c'est l'ostéomyélite aiguë ou l'arthrite septique. Tout d'abord, devant toute boiterie douloureuse aiguë fébrile, il faut éliminer une ostéomyélite ou une arthrite septique d'une articulation. De ce fait, donc, une urgence, c'est une urgence. Il faut démarrer, donc il faut faire un bilan inflammatoire, faire des imageries, de la bactériologie et commencer dès que possible un traitement dans ce sens si on a des doutes sur le diagnostic. En dehors, après avoir éliminé l'ostéomyélite et l'arthrite, donc, il faut penser à un diagnostic d'élimination qui est la synovite transitoire, le rhumatisme et puis l'épiphysiolie. Ça, des diagnostics qu'on va revenir après pour bien les expliquer. Et puis là, le traumatisme doit rester, donc, c'est un diagnostic après avoir éliminé les plus urgents. La boiterie douloureuse aiguë peut toucher également le rachis. Il peut s'agir d'une spondylodicite, infection du rachis. Dans ce cas, c'est une urgence. Il faut déclencher rapidement le bilan, IRM, scintigraphie s'il est débutante et démarrer un traitement. Alors, s'il s'agit d'une fièvre devant une boiterie douloureuse aiguë, là, on est dans la catégorie qu'il faut éliminer s'il touche le membre inférieur, une ostéomyélite aiguë ou arthrite septique. Si c'est douleur rachidien, donc c'est une spondylodicite jusqu'à preuve du contraire, et la même chose, il faut déclencher le bilan pour confirmer le diagnostic. Alors, commençons par la spondylodicite. La spondylodicite, c'est une infection du disque vertébral. Ça touche au début le disque vertébral et puis ça peut aller vers l'os, vers le corps vertébral. Alors, il se manifeste par une douleur du dos. Donc, ces douleurs du dos peuvent se manifester par une boiterie. Et donc, l'enfant refuse de marcher. L'enfant refuse de ramasser un objet au sol et se tient le bas du dos droit et pliera les hanches pour pouvoir ramasser un objet du sol. À l'examen clinique, c'est très évident. Le rachis est raide et douloureux à l'examen clinique. On peut avoir une pseuditis. C'est quoi une pseuditis? C'est un flessum de la hanche extra-articulaire, c'est-à-dire qu'on a un flessum de hanche. L'enfant, on exagère la flexion, ça fait pas mal. Lorsqu'on fait l'extension, ça fait très mal. Ça témoigne qu'il y a probablement une collection absédée au niveau du muscle psoas ou une inflammation du psoas. Et puis, on termine l'examen par un examen neurologique pour voir s'il y a des complications. Notamment, un abcès peut comprimer la moelle épinière et entraîner des complications neurologiques, parfois très urgentes à prendre en charge. Alors, devant toute douleur du rachis fébrile, il faut penser à spondylodicite. Deux étiologies, l'étiologie septique et l'étiologie tuberculeuse. Je présente le cas d'un enfant qui a une spondylarthrite tuberculeuse L1, L2. Comme vous voyez, au niveau de l'image ici, on a une perte de lordose avec une petite syphose qui se constitue. Sur la radiographie, on voit qu'il y a un pincement intervertébral au niveau L1, L2, sur le face, aussi bien sur le profil, que ce qui est confirmé au niveau du scanner. On voit l'impincement et également l'atteinte du corps vertébral. Et puis sur la scintigraphie, vous voyez qu'il y a une hyperfixation qui témoigne d'une inflammation au niveau du rachis. Alors, devant le spondylodicite, la scintigraphie osseuse permet un diagnostic de localisation
diagnostic précoce, mais de localisation, en montrant une hyperfixation osseuse. Il ne peut pas dire qu'il s'agit d'une infection, mais il peut dire qu'il s'agit d'une inflammation dont il faut étayer les diagnostics. La tomodensitométrie reste un examen qui est très bien pour apprécier la lésion osseuse vertébrale, mais l'IRM, c'est un examen de choix qui permet le diagnostic très précoce de la spondylodocite. Alors, concernant le traitement, il y a le volet médical, antibiothérapie ou antibacillaire si tuberculeuse, un traitement orthopédique, immobilisation du dos, repos et parfois corset plâtré si nécessaire, et puis un traitement chirurgical s'il y a des complications, un abcès comprimant la moelle qui pourrait donc entraîner des complications neurologiques. Alors les autres causes de rachidien, la tumeur osseuse, il faut toujours penser à une tumeur osseuse, notamment maligne, un traumatisme et le cas dans un cadre de rhumatisme. Alors concernant la boiterie douloureuse aiguë fébrile, donc il y a l'ostéomite aiguë et l'arthrite, ostéoarthrite qu'il faut toujours avoir dans l'esprit. Ça, vous allez le voir dans un cours donc, à part. Pour la synovite transitoire, qui reste un diagnostic d'élimination, c'est quoi une synovite transitoire? C'est une inflammation de l'articulation de la hanche qui est probablement d'origine virale, qui se manifeste chez un enfant très jeune donc, et se manifeste par une boiterie douloureuse. C'est une difficulté diagnostique avec l'arthrite septique. Il faut toujours le retenir en deuxième lieu après avoir éliminé l'origine septique. En général, l'enfant n'est pas fébrile. Le bilan inflammatoire est normal. L'échographie de hanche montre un épanchement donc, dû à la synovite. Et puis la ponction de l'articulation, si nécessaire, ça élimine de façon formelle avec l'étude bactériologique s'il s'agit bien d'une arthrite septique de la hanche. Alors la conduite à tenir, c'est juste au repos, des anti-inflammatoires et en général, ça disparaît dans les 48 heures sans problème. Alors, devant une boiterie douloureuse, il faut ne pas oublier d'évoquer le diagnostic d'épiphysiolyse. Alors, c'est quoi l'épiphysiolyse de la hanche? C'est un glissement de la tête par rapport au col. Alors, ce glissement n'est pas traumatique, mais ça atteint une certaine catégorie d'enfants, des enfants adolescents, prépubertaires, qui présentent à un certain moment une fragilité entre la tête et le col due à l'imprégnation hormonale et donc suite à un traumatisme bénin, brutalement ou progressivement peuvent avoir un glissement de la tête par rapport au col. Alors, vous voyez sur cette radiographie comment la tête est bien glissée par rapport au col avec un déplacement important. Alors, c'est des enfants en âge prépubertaire, c'est des enfants qui sont souvent obèses, apyrexie, et il y a deux formes. Il y a la forme aiguë, il peut s'installer de façon brutale par une impotence fonctionnelle absolue, c'est la forme instable, et il y a la forme chronique, c'est une boiterie qui est progressive, douloureuse. Alors, voyez, regardez sur la radiographie, on peut prendre la radiographie de profil et mesurer le déplacement, ce qu'on appelle l'angle de glissement. Voilà, l'angle de glissement est calculé et on peut avoir une idée sur le degré de déplacement qui est très important à chiffrer pour l'épiphysiolyse. Alors, le traitement dépend de ce déplacement. Si le déplacement est inférieur à 30 degrés, on peut juste se contenter d'un vissage in situ. Si le déplacement est supérieur à 30 degrés, là, il faut faire une réduction. La réduction peut être de façon orthopédique ou chirurgicale. Alors, plus le déplacement est très important, plus il y a risque de nécrose de la tête fémorale. Et d'où l'intérêt de la scintigraphie de le faire avant l'acte pour voir est-ce que la tête, elle souffre ou non, en montrant une hypofixation de la tête fémorale. Alors voilà donc ce que nous avons besoin, donc bloc opératoire, du matériel, vissage in situ, et voilà, donc on peut faire le vissage et introduire des vis. Voilà, de radiographie de contrôle, on a pu réduire et mettre une vis cannelée qui maintient la tête au col. Un autre diagnostic qui peut atteindre aussi l'enfant devant une boiterie douloureuse, c'est les fractures en cheveux. Et ça touche essentiellement les enfants à l'âge de la marche, à l'âge de 2 ans. Pourquoi à l'âge de 2 ans? Comme vous voyez sur radiographie, vous voyez qu'il y a un très, très fin
on a besoin de profil et de face pour pouvoir faire le diagnostic. Parfois, il est visible uniquement sur une seule incidence. Et donc c'est des enfants qui sont âgés de 2 ans. Pourquoi? Parce que le périos, il est très épais et donc nous assistons à une fracture sans déplacement de type spiroïde, surtout des mécanismes en torsion de la cheville. Radiographie parfois normale et il nécessite une mobilisation courte de durée. Alors, concernant la boiterie douloureuse chronique, il faut aussi penser à la pathologie maligne. Devant toute douleur osseuse, avoir dans l'esprit de poser le diagnostic ou d'évoquer ou d'avoir dans l'esprit le diagnostic de tumeur osseuse maligne, notamment les tumeurs osseuses primitives. Ça peut aussi s'agir d'une tumeur ailleurs, abdominale, et qui métastase au niveau de l'os, notamment le cas de neuroblastome, ou ça peut s'agir d'un cadre d'une leucémie. Autre diagnostic, les tumeurs osseuses bénignes aussi, la maladie de l'expert-Scalvé, épiphysiolyse stable, les rhumatismes, tuberculose, l'ostéomiélite dans sa forme abcès de Brody et dans les apophysites. Alors, concernant les tumeurs osseuses malignes, alors surtout les primitives, nous avons essentiellement 2 très fréquentes tumeurs osseuses malignes qui touchent l'enfant, osseuse, l'ostéosarcome et le sarcome d'Ewing. Il faut l'évoquer chaque fois que vous avez une douleur osseuse. Et puis la radiographie, il montre des signes de malignité. Chaque fois qu'on a une image suspecte, on demande une IRM et puis une biopsie osseuse pour une confirmation anatomopathologique. Une fois qu'on a confirmé le diagnostic du tumeur osseuse maligne, il faut faire un bilan d'extension, une scintigraphie osseuse qui montre une hyperfixation, une tomodensitométrie, mais une thoracique pour voir s'il y a une lésion tumorale métastatique au niveau du poumon, une échographe binale et une biopsie de la moelle osseuse. Une fois qu'on a le diagnostic complet, nous devrons démarrer une chimiothérapie première préopératoire, après une chirurgie et après une chimiothérapie post-opératoire. Je vous montre malheureusement un cas d'enfant qui est malheureusement diagnostiqué très tardivement en stade de masse volumineuse. Sur la radiographie, comme vous voyez, donc, il y a une lésion qui est volumineuse, qui touche l'extrémité inférieure du fémur. Vous voyez qu'il y a les limites qui sont nettes, qui ne sont pas nettes, donc les signes de malignité osseuse, avec une rupture de la corticale, extension des parties molles, réaction périostée, et bien sûr, il y a même une extension endomédulaire de la tumeur. Et dans ce cas, il faut faire une IRM, une biopsie rapidement et faire un bilan d'extension une fois qu'on a confirmé le diagnostic de malignité de la tumeur. Alors, c'est une chimiothérapie première. Pourquoi? Parce que c'est tumeur osseuse maligne chez l'enfant. D'abord, c'est une maladie générale. Il ne suffit pas de traiter la tumeur primitive, mais probablement les micrométastases qui peuvent être présentes déjà au moment du diagnostic. Donc, chimiothérapie première, ça permet de réduire la tumeur et ça permet de faciliter le geste chirurgical au chirurgien qui va faire ce qu'on appelle une résection monobloc de la tumeur. Et puis, une fois qu'on a enlevé la tumeur, il faut faire une chimiothérapie de consolidation post-opératoire. Le même patient tout à l'heure, donc, on a réalisé une résection monobloc de la tumeur en enlevant toute l'extrémité inférieure du fémur et puis en mettant donc un clou avec du ciment. Alors, les tumeurs osseuses bénignes aussi peuvent être responsables de la boiterie douloureuse. Je vous ai montré donc un cas d'un ostéoblastome au niveau du vertèbre L4. Vous voyez sur l'image, donc une image qui est bien circonscrite, c'est bénin au niveau de l'imagerie avec un nudus à l'intérieur qui affirme le diagnostic d'un ostéomestoïde de la L4. Les autres causes de l'éboîterie indolores. Alors, pour les indolores, il y a les causes anatomiques. D'abord, la maladie luxante de la hanche ou luxation de la hanche. Et les inégalités de longueur du membre inférieur. Et puis, les causes neuromusculaires, comme la paralysie cérébrale, la dystrophie musculaire et la neuropathie périphérique. Alors, je vous montre un petit peu la démarche avec le signe de Grower ou le signe de tabouret. C'est une démarche qui est caractéristique de la myopathie chez l'enfant. Le steppage, dans le cas d'une atteinte neurologique, notamment dans les paralysies cérébrales,
ou par exemple une démarche avec une boiterie indolore dans le cas d'une neuropathie périphérique, le cas de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Alors les causes anatomiques, commençons par là. C'est une démarche en trait de Limbourg. Donc de l'enfant, lorsqu'il marche, il cherche un petit peu l'équilibre, il marche avec son épaule, en prenant l'équilibre avec son épaule. Alors, commençons par les inégalités de longueur du membre inférieur. Le diagnostic est facile, il suffit de mesurer les membres inférieurs et vous pouvez confirmer le diagnostic d'inégalité. Mais il faut chercher une étiologie. La plus fréquente étiologie, c'est la cause malformative, notamment une hypoplasie fémorale ou tibiale. Il y a la cause traumatique, une fracture dont les antécédents mal consolidés avec un chevauchement, notamment au niveau du fémur. La cause infectieuse, une ostéoarthrite qui a pu détruire le cartilage de croissance et donc nous aurons un raccourcissement au cours de la croissance par rapport au côté sain. Les causes tumorales, une tumeur osseuse bénigne peut toucher le cartilage de croissance et entraîner une stérilisation du cartilage de croissance, et aussi les malformations vasculaires. Une malformation vasculaire peut entraîner au contraire une accélération de la croissance du membre. La maladie luxante de la hanche après l'âge de la marche, le motif de constatation sur boiterie indolore de l'âge de la marche, et bien sûr, il faut faire un interrogatoire. Là, on va avoir un cours à part sur le dépistage de luxation de la gonade de la hanche. Mais c'est l'enfant marchant, malheureusement, si le diagnostic est fait tardivement, on note une limitation de l'abduction de la hanche, on note une égalité de longueur, le signe de Galizzi, vous voyez, donc, et signe de Klissick avec ascension du grand trochanter. Là, on va noter que le grand trochanter, il est situé au-dessus de la ligne rejoignant l'ombilic et l'épine iliaque antéro-supérieure. Et l'inégalité de membres, il est bien franche, et l'enfant va se mettre en hyperlordance compensateur. Alors, pour le grand enfant après l'âge de la marche, la chirurgie malheureusement est toujours nécessaire. Complications fréquentes avec la nécrose de la tête. Les résultats sont moins satisfaisants, et là, d'où l'intérêt d'un dépistage précoce pour avoir un diagnostic précoce et avoir des meilleurs résultats. Alors, pour conclure, il faut toujours penser à la boiterie fébrile. Devant toute boiterie fébrile, il faut penser à l'ostéomyélite et l'arthrite. Devant une boiterie douloureuse, non fébrile, il faut toujours penser à la tumeur osseuse maligne. Devant la boiterie de l'adolescent, pensez à l'épiphysiolyse. Et toujours un examen du rachis systématique devant une boiterie douloureuse de l'enfant. Et je vous remercie.